Ségolène Royal est notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous lirez le livre de Valérie Trierweiler? Jean-Jacques Bourdin, vous... Oui, Ségolène Royal. On est d'accord, vous m'avez invité pour bien d'autres choses. Et avant même d'ailleurs, ça fait 8 jours, avant même tout ce capharnaüm, nous avons peu de temps. Moi, ce que je veux, ça a toujours été ma ligne de conduite en politique, c'était utile aux Français et au service de ma tâche avec beaucoup d'exigences. Donc je suis venu vous parler de choses très concrètes qui peuvent améliorer la vie quotidienne. Ça n'améliore pas la vie quotidienne des Français. Dans le domaine de la transition énergétique, apporter des solutions, vous parler d'une action nouvelle sur le crédit d'impôt qui permet de redonner du travail à beaucoup de Français en relançant les filières du bâtiment. Donc je souhaite vraiment que l'on puisse se concentrer sur cette tâche. On va parler de tout cela, mais je ne peux pas. Enfin, je ne veux pas. Pourquoi? Vous avez la liberté. Parce que c'est mon rôle de journaliste de vous poser... Non, pas forcément. Votre rôle de journaliste, c'est... Je ne veux pas entrer dans la vie privée, Ségolène Royal, de Valérie Trierweiler et François Hollande. C'est mon rôle de faire des choix. Mais je vous poserai 3 questions. Est-ce une insulte à la fonction présidentielle, la publication de ce livre ? Je viens de vous le dire, je n'alimenterai en aucune façon ce débat. Vous ne le direz pas, ça on a bien compris. Pourquoi Jean-Jacques Bourdin? Pourquoi? Parce que je suis ministre de la République. Et donc ma responsabilité, comme à celle de tous les membres du gouvernement, comme à celle des chefs de l'exécutif, et c'est ce qu'ils font, c'est d'être au service de leurs tâches. C'est de s'oublier pour penser aux Français. Et c'est ce que nous faisons. Hier encore, nous étions réunis en Conseil des ministres. Nous avons travaillé avec acharnement pour trouver des solutions pour redresser le pays. Et dans le domaine qui est le mien, je suis convaincue, et vous le savez depuis longtemps, que la croissance verte et que l'ingéniosité des Français va finir par être au rendez-vous et va finir par faire effet de levier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on peut redéclencher des activités économiques et notamment en lançant le vaste chantier de la rénovation thermique des bâtiments. Et c'est pour ça que je suis très contente que le gouvernement ait décidé la mise en place du crédit d'impôt de transition énergétique. C'est une bonne nouvelle pour les Français, car tous les travaux qui vont être lancés à partir d'aujourd'hui dans les habitations vont pouvoir bénéficier d'allègements d'impôts. 30% du coût des travaux vont être remboursés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, si vous mettez des doubles vitrages, si vous faites isoler les combles de votre pavillon, si vous faites des travaux d'isolation sur les façades, si vous mettez une chaudière à condensation, si vous faites équiper votre appartement d'un compteur individuel, etc., vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 2500 € pour une personne seule, puisque 30% des travaux sont remboursés dans la limite de 6 000 € de travaux, et pour un couple dans la limite de 12 000 €, même un peu plus, dans la limite de 16 000 € de travaux. 8 000 €, pardon, pas 6 000, 8 000 € de travaux et 16 000 € de travaux, 30% sont remboursés. Et si vous payez moins c'est-à-dire que je fais une rénovation pour isoler mon logement. Voilà. Si vous mettez ces travaux, j'ai une réduction d'impôt de 2500 € par personne dans le foyer. Ça fait 5 000 de 2500 € si vos travaux sont de 8 000 €. Voilà. De 2400 € si vos travaux sont de 8 000 €, puisque 30%, donc 3 x 8, 24, 2400 € sont remboursés dans la limite de 8 000 € de travaux. Et si vous faites moins, par exemple, si vous faites 5 000 € de travaux, 1 000 € de travaux, par exemple, si vous mettez une chaudière, une belle chaudière, ça coûte entre 3 et 5 000 €. Faire isoler toutes les fenêtres, ça peut coûter entre 3 000 €. Mettre un compteur individuel, ça coûte moins cher. Vous êtes remboursé de 30%. Si vous avez 1 000 € de travaux, une fois 3, vous avez 300 € d'allègement d'impôt. Si vous payez moins, par exemple, si vous payez moins de 300 € d'impôt, vous êtes remboursé. C'est-à-dire, vous êtes remboursé. L'État vous redonne un chèque et Et c'est l'État qui paie la facture, quoi. Oui, qui paye les 30%. Pourquoi? Qui paye les 30%. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de se dire, que investir dans la rénovation thermique crée 3 fois plus d'emplois que ça ne coûte en allègement d'impôts, 3 fois plus de chiffre d'affaires pour les entreprises du bâtiment. Je veux, avec le gouvernement, relancer le bâtiment. Si le bâtiment repart, la croissance repart. Et pour relancer vite le bâtiment, ce sont les travaux d'isolation, les travaux de rénovation des logements qui sont le plus efficaces et qui sont les plus rapides. Je vais être concret, Ségolène Royal. C'est à partir du 1er septembre, c'est rétroactif, nous sommes le 4. Oui, c'est rétroactif à partir du 1er septembre. Tous les travaux commencent. Jusqu'à quand?
jusqu'au 31 décembre 2015. C'est-à-dire jusqu'à la fin. Pendant un an et demi, pendant un an et demi. Ça, c'est pourquoi pendant un an et demi? C'est pour accélérer le processus et pour que les Français commencent. Ça peut aller jusqu'à, si j'ai bien calculé, presque 5 000 € pour un couple. Oui, c'est ça. Ça peut aller jusqu'à 5 000 € pour un couple. Pour un couple, oui, c'est important. C'est très important. Résidence principale et secondaire? Bien sûr. Les deux? Les deux. Pourquoi les deux? Parce que vous avez beaucoup de personnes qui louent leur logement principal et qui ont commencé à investir dans une petite maison pour préparer leur retraite. Et donc, il faut qu'ils puissent justement sortir leur épargne pour investir dans cette petite maison et préparer leur retraite en l'isolant bien pour avoir moins de frais de chauffage. Quel est l'intérêt de ce dispositif? Il est triple. D'abord, ça crée des emplois dans les métiers du bâtiment. Tous les artisans qui aujourd'hui cherchent du travail et qui sont certifiés, c'est-à-dire dont on a contrôlé la compétence pour faire bien ces travaux d'économie d'énergie, première chose. Deuxièmement, ça va baisser la facture énergétique de ceux qui font des travaux d'isolation jusqu'à la moitié. J'ai vu dans certains pavillons la facture énergétique baisser de 300-400 € par an. Donc c'est un gain de pouvoir d'achat pour ceux qui font ces investissements. Puis enfin, c'est du confort et ça permet aussi de déclencher, de pousser en avant des filières industrielles, par exemple les filières de fabrication des chauffe-eau électriques, les filières de fabrication de l'installation des panneaux photovoltaïques, les filières d'installation du chauffage au bois, les filières de la géothermie, etc. Et les Français sont parmi les meilleurs au monde dans toutes ces technologies de la rénovation énergétique. Vous allez aussi favoriser l'installation de compteurs intelligents, de compteurs électriques intelligents? Nous déployons les compteurs intelligents, donc 3 millions de compteurs intelligents vont être déployés sur le territoire, les compteurs Linky et les compteurs aussi pour le gaz. Qui va les payer, ces compteurs? Les compteurs vont être payés par ERDF, c'est-à-dire par l'installateur des réseaux. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Comme je l'ai vu récemment dans un logement social où un habitant a été équipé d'un compteur intelligent pour le chauffage au gaz, il peut suivre sa consommation, il peut comparer sa consommation avec celle des voisins, il peut voir lorsqu'il y a une anomalie, il peut repérer lorsqu'il y a un gaspillage d'électricité qu'il n'a pas repéré, et surtout ce qui va être un vrai changement dans la vie quotidienne, c'est qu'on va pouvoir programmer, par exemple, le démarrage de sa machine à laver ou de ses installations électriques à distance au moment où l'électricité ou le gaz est le moins cher. Donc ça veut dire qu'avec les compteurs intelligents, d'abord les Français vont maîtriser leur consommation d'énergie, être des citoyens par rapport à la se responsabiliser, comprendre et ne payer que ce qu'ils consomment. Et ne payer que ce qu'ils consomment. Ségolène Royal, combien ça va coûter cette aide au logement, à l'isolation? Vous avez chiffré? Mais ça va rapporter. Mais non, mais ça va rapporter. Non, mais ça va rapporter. Pourquoi ça va rapporter? Parce que le crédit d'impôt va coûter combien? Ça va coûter combien? Mais ça va dépendre du nombre de Français qui vont s'en saisir. Mais vous avez chiffré cette aide fiscale. Mais je souhaite qu'elle soit la plus importante possible. Ça voudra dire que des millions de Français vont se lancer dans des travaux de rénovation énergétique. Ça va rapporter en TVA, ça va rapporter parce que les artisans vont travailler. Mais non, mais en chiffre d'affaires, ça va rapporter en chiffre d'affaires. Vous avez chiffré ou pas? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais je souhaite, et le gouvernement souhaite que ce soit le plus important possible, puisqu'on a calculé que quand on investit 1 € dans le bâtiment, ça rapporte 10 € en termes de chiffre d'affaires, en termes de compléments, en termes d'emploi, en termes de retour sur investissement, etc. Vous savez que le bâtiment, c'est quelque chose qui est très dynamique. Quand ça se redéclenche, ça entraîne toute une série de filières économiques liées au bâtiment. Bien. Le péage de transit poids lourd, on est toujours sur l'écologie. 1er janvier 2015, on est d'accord? Ça va être d'abord expérimenté. Ça va être expérimenté. Pour voir si ça marche. Parce que je vois que la FNTR proteste, demande une révision. Eh bien, on révisera si ça ne marche pas, oui. Vous savez, on est très à l'écoute. Vous avez vu, ça ne rapportera que 300 millions d'euros. Je vous l'ai dit, je considère que l'écologie ne doit pas être punitive. L'écologie, c'est pas des impôts supplémentaires. Donc on réaménagera s'il le faut. Il y a des principes pollueurs-payeurs qui s'appliquent, mais c'est pareil, il faut qu'ils s'appliquent dans une dynamique positive. Il faut que ça serve à quelque chose et à investir sur les transports propres. Eh bien, soyons positifs. L'autoroute sera-t-elle construite, l'autoroute Fontenay-le-Comte-Rochefort, à travers le Marais Poitevin? Et là aussi, quels sont les principes fondamentaux? C'est qu'il ne doit pas y avoir d'opposition entre la protection de l'environnement et le développement économique.
entre faciliter les transports et protéger les zones sensibles. Le marais Poitevin, sur lequel je me suis beaucoup impliqué, parce que j'ai protégé cette zone, cet espace fragile tout à fait exceptionnel. C'est la seconde zone humide d'Europe. C'est maintenant un grand site de France. C'est un territoire labellisé où il y a des nidifications d'oiseaux et d'espèces naturelles tout à fait remarquables. Eh bien, on ne doit pas détruire. On ne doit pas détruire. L'autoroute ne sera pas construite. Je souhaite que l'on trouve une solution. J'écoute ce qui me dit. Manuel Valls veut la construction. C'est pas tout à fait cela. Ah bon? C'est pas Moi, ma responsabilité, c'est de trouver des justes, d'écouter. Qu'est-ce qu'ils disent les élus? En effet, il y a un certain nombre d'embouteillages. Il y a beaucoup de camions sur certaines routes. Eh bien, faisons le contournement. Utilisons la nationale qui existe déjà, plutôt que d'aller gaspiller de l'argent public. Cette autoroute, elle coûte 900 millions pour 60 km. Est-ce que c'est sérieux? Ça n'est pas sérieux. Est-ce qu'il y a une solution qui permet de réconcilier? Est-ce qu'il y aura une solution? Vous vous opposerez? Je m'opposerai à la construction d'une autoroute parce que ça n'est pas sérieux et c'est une destruction d'un espace fragile. Je suis ministre de l'Environnement chargé de protéger les espaces sensibles, les monuments de la nature. D'ailleurs, je vous signale que lors des journées du patrimoine qui mobilisent 12 millions de Français qui vont voir leur patrimoine, cette année, le patrimoine naturel sera ouvert aux Français, samedi et dimanche 20 et 21 septembre, et tous les parcs nationaux seront ouverts aux Français, etc. Mais juste pour terminer là-dessus, je veux réconcilier ce qui est apparemment contraire. Je sais qu'il y a une solution pour améliorer la circulation. Il y a déjà une route nationale, il faut améliorer cette route nationale, contourner le village de Maran, mais ne pas aller écraser avec une nouvelle autoroute, une nouvelle emprise au sol, des villages, des maisons, des gens qui sont tranquilles, alors même qu'on peut améliorer l'autoroute existante. Même chose dans le Tarn, des militants écologistes occupent une forêt du Tarn pour empêcher son déboisement parce qu'on veut construire un barrage? Cette décision-là a été... Alors, construction d'un barrage, énergie hydraulique est l'une des plus belles énergies, puisque c'est une énergie non polluante. C'est la première énergie renouvelable en France. Et donc, les barrages, ce sont des ouvrages très utiles. Maintenant, même chose, il faut réconcilier la protection de l'environnement et l'équipement du pays. On ne peut pas ni renoncer à l'équipement du pays, ni massacrer des zones sensibles. Dans le cas présent, les décisions ont été prises. Donc vous irez au bout de la décision. Ça relève du Conseil général. Là aussi, il faut respecter les compétences de chacun. Si le Conseil général du Tarn estime qu'il faut attendre la fin des recours pour que tout le monde soit bien au clair sur ce qui est décidé, il est de sa responsabilité peut-être de suspendre jusqu'à ce que les tribunaux se soient prononcés sur un certain nombre de recours. Mais je dois dire que dans ce sujet, il faut avoir le courage de le dire, les décisions ont été prises de façon parfaitement régulière. Et donc, il faut là aussi que le dialogue s'installe entre le Conseil général qui a décidé ce barrage et les associations qui légitimement sont soucieuses de la protection de l'environnement et trouver un juste équilibre entre équipement du pays et protection des espaces naturels remarquables. Ségolène Royal, 8 millions de personnes se chauffent au gaz. Le prix du gaz va augmenter de 3,9% le 1er octobre, vous confirmez? Alors ça, c'est pas de la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement dispose d'une clause de sauvegarde. Vous pouvez vous opposer par décret. C'est ce que, pour l'instant, le prix du gaz a beaucoup baissé au cours depuis du le début de l'année. Il a augmenté beaucoup moins que celui de... Et voilà, il a baissé. Donc le solde est toujours négatif au sens où la baisse... une augmentation le 1er octobre. Je pense que je pense que oui. Là, j'ai pas encore eu le temps de regarder. C'était annoncé hier. Donc je n'ai pas eu le temps de regarder cela encore, mais ce que je veux dire aux Français qui m'écoutent et qui utilisent le gaz, c'est que sur l'année, la baisse du prix du gaz est réelle. Cela dit, ce qui est très important, c'est ce qu'on vient de dire, c'est qu'avec le compteur intelligent, le compteur intelligent, les Français doivent pouvoir réduire leur consommation. Vous savez, rien qu'avec des gestes quotidiens, d'un meilleur calcul des comportements, c'est pour ça que le compteur intelligent va aider les Français à économiser l'énergie. On peut économiser entre 15 et 30% de la consommation habituelle d'énergie. C'est ça la nouvelle
nouvelle dynamique, le nouveau modèle énergétique français. Et j'espère aussi que les Français vont se lancer dans les travaux d'économie d'énergie et de performance thermique, comme on l'a vu tout à l'heure, pour pouvoir baisser la facture. Mais je reste très vigilant, vous le savez, sur la résistance à la hausse du prix de l'énergie. L'électricité, est-ce que les tarifs vont augmenter l'électricité avant la fin de l'année? J'ai annulé, d'ailleurs c'est ici que je l'ai annoncé. Exactement, ça a fait du bruit. Ça a fait du bruit. J'ai annulé la hausse de 5% au 1er août. Les Français n'ont pas payé ce qui avait été prévu de hausse de 5%. Et il y aura une hausse prévue avant la fin de l'année? On me disait que c'était impossible. La preuve, c'est que c'est possible. Quand on empoigne les problèmes à bras le corps, c'est possible. Maintenant, conformément aux procédures transparentes, la Commission de régulation de l'énergie a été saisie. Elle donnera un avis à la fin du mois et au 1er octobre, on saura exactement... Vous conformerez à son avis? Oui, parce que j'ai changé par un décret gouvernemental le mode de calcul de l'énergie. Là aussi, on disait la fin de l'année. Je ne sais pas. C'est pas sûr. Bon, on verra. On verra. Mais ce qui est important, c'est la facture réelle. Et je veux que la facture réelle des Français énergétiques baisse et que nous rentrions dans une société de sobriété énergétique pour que l'argent qui est mis dans la consommation énergétique, dans l'importation de pétrole, c'est quand même extravagant, c'est des milliards que l'on paye pour importer le pétrole. Eh bien, nous devons préparer la société de l'après-pétrole. Et en préparant cette société de l'après-pétrole, on doit faire preuve d'imagination, d'ingéniosité, ce qui permet de créer des emplois non délocalisables dans des filières extrêmement innovantes et extrêmement performantes, comme je l'ai vu récemment dans les Outre-mer. J'ai vu des choses extraordinaires dans les Outre-mer. Le loup, tir possible dans les parcs nationaux? Impossible pour l'instant au cœur des parcs. C'est un sujet là aussi très conflictuel que j'ai voulu apaiser également. Je suis la Première ministre chargée de l'environnement qui est autorisée en effet des tirs d'effarouchement pour éloigner les loups des bergers. Oui, mais pas au cœur des parcs nationaux. Si, je l'ai autorisé au cœur des parcs nationaux, des tirs d'effarouchement parce que les loups sont très protégés. C'est une espèce protégée. Pas au cœur du parc national des Cévennes, par exemple. On n'a pas le droit de tirer au cœur du parc. J'ai autorisé les tirs d'effarouchement. Vous l'autorisez donc? J'ai autorisé les tirs. Je sais que les associations qui s'occupent de la préservation du loup, et elles font un travail remarquable, sont très mécontentes. Mais mon rôle, là aussi, de ministre de l'Environnement, c'est de trouver un juste équilibre entre les choses. Et je dis que ma priorité, c'est la protection des bergers, c'est l'occupation de la montagne par les troupeaux. L'agropastoralisme. L'agropastoralisme, qui est un métier magnifique, un métier difficile. Et comme je l'ai fait récemment, quand je suis face à des éleveurs qui sont épuisés parce que, en grande souffrance, parce que leurs troupeaux sont détruits, parce que les brebis font des accouchements spontanés, parce qu'elles ont eu peur des attaques de loups, que des brebis dévalent les pentes et se fracassent, c'est non. C'est non. Donc je dis aux associations, je prends mes responsabilités, j'autorise les battus avec les chasseurs responsables et j'ai autorisé les préfets à organiser des battus dans les zones où les loups menacent les troupeaux, parce que le loup est en quelque sorte victime de sa protection. Il a failli disparaître dans nos montagnes et aujourd'hui, comme il a été très protégé, que c'est un animal magnifique et très intelligent, il s'est démultiplié et donc il faut rétablir un juste équilibre entre des espèces qui sont prédatrices, c'est leur nature, c'est des animaux sauvages que nous devons préserver au nom de la biodiversité, mais l'activité humaine est prégnante, car si les troupeaux disparaissent des montagnes, c'est aussi une dégradation de l'environnement qui s'en suivra. Je vais terminer, parce que vous avez été très habile au début de cette interview, en enchaînant, vous avez vu, non mais j'ai remarqué, vous ne croyez pas, j'ai l'habitude. Je sais, vous savez que vous avez été très habile parce que je vous ai posé des questions et tout de suite vous avez dit, mais vous avez raison, je vous ai laissé faire. Mais moi, il y a deux questions que je vais vous poser quand même. Ségolène Royal. Je vais pas. Non, mais je prends pas mon air méchant. Le chômage est au plus haut, la croissance nulle. Vous n'allez pas me dire le contraire. Une majorité en rupture. Vous êtes d'accord? Franchement, des crises internationales graves. Très grave. Le président de la République, je me mets à sa place, c'est pas facile. Il vous a appelé d'ailleurs? Non, il ne vous a pas appelé. C'est au Conseil des ministres d'hier. On fait le point. Mais non, mais on fait le point à tous les conseils des ministres. La gravité de la situation internationale. C'est pour ça que vous savez, c'est pas très difficile de faire la hiérarchie entre ce qui est essentiel à l'avenir du pays et qui doit appeler toute notre concentration et toute ça, je comprends très bien. Mais moi, j'ai deux comportements. questions quand même à vous poser.
expliquer. Parce que là, c'est un homme qui est le père de vos enfants, qui est mis en cause. Il paraît qu'il n'aime pas les pauvres, qu'il parle mal des pauvres en privé. C'est vrai ou c'est faux, ça? Écoutez, franchement. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, vous connaissez François Hollande en tant que responsable politique. Pas en privé. En tant que responsable. Non, mais c'est une phrase politique, ça. Oui. Je ne viendrai pas sur. Non, vous ne me laisserez pas entraîner sur le terrain privé. Je ne veux pas. J'ai une certaine. On est en politique. Il faut avoir une certaine idée, un respect et la dignité de la fonction politique que l'on exerce et ne pas s'en laisser dévier. Là, ce que vous me citez là, c'est une phrase politique. Oui. Est-ce que vous pouvez penser à ça, vous qui connaissez l'homme politique depuis des années, que cette phrase est crédible? Elle est honteuse. C'est pas ça, c'est que c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est le contraire de son engagement. Attendez, c'est le contraire du sens de l'engagement politique d'un grand responsable de gauche, socialiste. C'est le contraire même du travail quotidien. Vous savez, les hommes politiques, il faut les juger sur leurs actes. Et François Hollande, il a été très longtemps président du Conseil général de la Corrèze. Eh bien, renseignez-vous sur ce qui a été fait avec le Conseil général de la Corrèze, l'attention qui a été portée aux plus précaires d'un département où il y a beaucoup de précarité, notamment chez les anciens. Donc, l'investissement du Conseil général de Corrèze, et c'est la preuve des choses. Vous savez, il faut juger les choses sur les actes et sur la preuve. Et ceci est le contraire de son identité politique. Voilà. J'ai une dernière question politique. Il faut être sérieux. J'ai une dernière question politique. Valérie Trierweiler porte des accusations lourdes contre vous, affirmant au sujet de votre soutien à François Hollande lors de la primaire socialiste de 2011, je sais ce que Ségolène Royal lui a demandé en échange de son ralliement, y compris financièrement, et je ne doute pas qu'elle ait obtenu gain de cause. Écoutez, mais vous ne m'entraînerez pas sur ce sujet, vous me connaissez aussi suffisamment. Mais on est là. Vous êtes habile? Non, je ne suis pas habile, je pose des questions. Non, je vous ne m'entraînerai pas sur ce sujet. Et vous avez le droit de répondre ou de ne pas répondre. Eh bien, je ne répondrai pas, vous ne m'entraînerez pas sur ce sujet. Et je n'alimenterai pas à aucun moment, vous n'avez... Et vous aussi, vous rendez compte que vous aussi, elle vous accuse de monnayer votre ralliement? Vous n'y parviendrez pas. Bon, d'accord. Bon. Merci Ségolène Royal d'être venue nous voir ce matin. Merci.